Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va notamment s'intéresser à l'univers des jeux vidéo version professionnelle. E-gamer, est-ce un métier d'avenir? On en parlera tout à l'heure avec 3 spécialistes qui y croient dur comme fer, vous allez le voir. On a aussi demandé ce que vous en pensez. Coucou Sandrine. Salut. Beaucoup d'internautes ont répondu à la question du jour? Ils étaient plutôt intéressés, ouais. D'accord, et on fera le point tout à l'heure, mais pour le moment, je voudrais commencer par vous montrer des images de Saralbe, où les salariés de Litch International ont débrayé pendant 1 heure ce matin. Il y avait environ 200 salariés qui étaient attendus. Ils étaient au final un peu moins d'une centaine dehors, mais 500 en grève. Tout cela, c'est un coup de grogne qui est dû principalement à une accumulation de conditions difficiles de travail. Le déclencheur, plus particulièrement, ça a été une prime d'intéressement 4 fois inférieure à celle de l'an dernier. Principale revendication, les salariés veulent une revalorisation financière et un management plus humain. On reviendra bien sûr sur ce mouvement. Pour le moment, on fait le tour de l'actu en 60 secondes. 16 classes fermées dans la circonscription de Sarreguemines. Le comité technique spécial départemental a confirmé hier les craintes. Une douche froide et un constat, il y a clairement moins d'enfants à scolariser dans les communes du secteur. La seule ouverture est à Rimelin. Le puissant syndicat IG Metall obtient un accord. 1 mois de conflits sociaux aura suffi pour que le patronat cède. 4,3% d'augmentation des salaires et cette mesure sociale qui permettra aux volontaires de s'occuper de leurs enfants ou de leurs parents âgés. La semaine de 28 heures pendant 2 ans devient une option qui devra être accordée avec une garantie de retour dans l'emploi. Stabilité du nombre de demandeurs au Resto du Cœur. Contrairement aux années passées, le nombre de personnes accueillies est resté stable. 801 personnes exactement perçoivent l'aide alimentaire chaque mardi et les vendredis après-midi pour les familles avec bébé. Ce nombre de demandeurs peut encore augmenter. Les inscriptions se poursuivent. À Sarreguemines, les espaces partagés continuent de s'étendre. À ce stade, aucune priorité n'a été établie. Les secteurs concernés sont l'avenue de la Gare, la rue Sainte-Croix et la place du Marché. Les études en cours tiennent compte des capacités financières de la ville et des impacts sur les déplacements des voitures et des piétons. Le parking de l'hôtel de ville refait sa déco. Le service des espaces verts est en train d'aménager une bordure arborée. 9 malus ont été plantés. Il s'agit de pommiers décoratifs aux fruits non comestibles. Il est également prévu de fleurir le pied des arbres. Le service des espaces verts est dans l'attente du vote du budget pour poursuivre son travail. Sandrine, on a tous vu depuis hier après-midi, surtout hier soir, des images de la région parisienne complètement paralysée par la neige. Est-ce qu'on doit s'attendre à un tel phénomène ici aussi? Alors nous, on devrait être un peu plus tranquille et parce que pour une fois, j'ai des bonnes nouvelles. On regarde ça tout de suite. Ce sont les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. C'est une belle journée qui s'annonce pour demain. On sort momentanément de la grisaille pour profiter d'un temps ensoleillé. Les températures partent de -5 à -3 degrés au lever du jour pour atteindre péniblement 1 à 3 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain, nous sommes le jeudi 8 février, nous fêtons les Jacqueline. Le soleil nous accompagnera de 7h51 à 17h40. A tout de suite pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. À la prochaine rentrée, l'arrondissement de Sarreguemines pourrait perdre 16 classes, 3 en maternelle et 13 en élémentaire. C'est le syndicat SNUIPP-FSU de Moselle qui a dévoilé la liste après le comité technique spécial départemental. Seul Rimelin devrait obtenir une ouverture de classe. À l'échelle de la Casque, Sarreguemines perd 2 classes en élémentaire, à La Blise et à Neunkirch. Fermeture d'une classe dans les communes de Calouze, Puclange, Sarralbe et Woustvillers. Et les alliances n'ont pas suffi.
Dufy, le regroupement scolaire de Olvin-Richelin ainsi que le regroupement pédagogique de Rémerin-Ilsprich perdent chacun une classe. Cette carte scolaire n'est cependant pas définitive. Plusieurs cas seront réexaminés lors d'un conseil départemental de l'éducation nationale qui aura lieu en préfecture le 22 février, puis lors d'un nouveau comité technique en juin. Il n'y a plus de service militaire obligatoire, mais il y a le parrainage citoyen pour les volontaires. À Sarreguemines, une première session a accueilli une quinzaine de jeunes. À l'issue d'une série de rencontres instructives, ils ont eu droit à une cérémonie officielle avec leurs parrains pour clôturer leur parcours. Reportage d'Uranie Tozic et Morane Grandcola. Des esprits cloisonnés conduisent droit au mur. Il faut que notre armée soit connue du pays et surtout de ces jeunes qui sont notre futur, car l'ignorance reste un très grand ennemi. Et ignorants, ils ne le sont plus. Liberté d'expression, libertés individuelles, droit de vote, ils avaient déjà connaissance des droits civiques, mais l'opération parrainage citoyen leur a permis d'en apprendre davantage sur les devoirs, souvent oubliés mais pourtant essentiels à la République. Pendant 2 mois, 15 jeunes ont eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises leurs parrains, militaires réservistes entre autres, et leur poser des questions notamment sur l'armée. Hier, une cérémonie était organisée pour célébrer la fin de cet accompagnement citoyen et leur décerner un certificat de participation. De quoi rendre fiers ces jeunes volontaires. J'ai l'impression d'être plus citoyenne en fait et de me diriger vers, comme j'ai bientôt la majorité, vers la citoyenneté, quoi. C'est un peu une fierté parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a réalisé ce parrainage et c'est une bonne expérience. Ça nous a permis d'acquérir, on a appris des choses qu'on ne connaissait pas forcément auparavant. Fruit du hasard pour cette première édition, l'engagement a été très féminin. Le sous-préfet Christophe Salin a souligné l'importance de continuer à s'investir, notamment dans la vie associative, et n'a pas manqué de rappeler aux volontaires que leur responsabilité citoyenne ne faisait que commencer. Quel parent n'a jamais souhaité être une petite souris pour se glisser dans la salle de classe de sa progéniture, par curiosité ou pour contrôler ce qui s'y passe? Pour certains parents, la réalisation de ce fantasme passe par l'usage de montres connectées équipées d'un micro, un comportement auquel sont confrontées les écoles allemandes, au point qu'une agence fédérale a récemment interdit purement et simplement l'usage et la vente de tels équipements. Une décision qui a fait suite à un signalement d'un universitaire sarrois. À Sarrebruck, le reportage de Christelle Jambon et Thomas Drouin. En Allemagne, on les appelle les parents hélicoptères, ou hélicoptères Eltern en version originale. Des parents qui accompagnent leurs enfants jusque dans la salle de classe et qui souhaiteraient contrôler chaque instant d'une journée à l'école. Une attitude à laquelle l'école primaire Rodenhof de Sarrebruck doit aussi faire face. On a déjà vu des parents qui, pendant les récréations, se cachaient dans les buissons ou dans les coins pour tout contrôler. Des parents inquisiteurs et parfois adeptes de technologie, dans certaines salles de cours allemandes sont apparus au poignet des enfants des montres connectées, destinées à localiser les enfants grâce à un GPS. Leurs compétences ne s'arrêtent pas là. Elles sont en effet équipées d'un micro permettant d'écouter ce qui se passe aux alentours. Une fonctionnalité d'écoute permettant de suivre à distance les échanges avec les instituteurs ou les camarades de classe à leur insu. Une possibilité de contrôle 2.0 des enfants et de leurs environnements, pas forcément au goût du corps enseignant. Je pense que c'est compliqué quand les parents contrôlent trop leurs enfants. Ce n'est pas bon non plus pour leur développement. On doit pouvoir faire confiance à ses enfants. Bien sûr, il y a des dangers dans le monde, que l'on porte la montre ou pas. Ça ne fait pas de grande différence. D'autant que ces montres sont elles-mêmes source de dangers potentiels. Stéphane Hessel est juriste diplômé à l'université de la Sarre et spécialiste de l'espionnage, des petits objets à la James Bond et des conséquences juridiques de leur utilisation. Ces montres connectées, il les connaît très bien.
À leur fonction GPS, il n'oppose aucune critique, c'est l'écoute dissimulée qui lui pose problème. L'espionnage est un délit en Allemagne. Espionner une personne à son insu est répréhensible. À ce sujet, les parents doivent se tenir aux règles. Et les parents ne sont pas les seuls à potentiellement pouvoir utiliser cette fonctionnalité d'écoute. La montre est très facile à hacker grâce à des codes accessibles sur Internet. Avec un code, ce sont jusqu'à 20 personnes qui peuvent se connecter à la montre et écouter en toute discrétion. Un autre problème soulevé par ce juriste est celui des données récoltées par la montre. Souvent, les données collectées ne sont pas seulement destinées aux parents, mais récupérées par des entreprises qui les utilisent à leurs propres fins. Ces objets qui espionnent à l'insu de leur utilisateur, cela l'indigne et il a fait de la lutte contre ceux-ci son cheval de bataille. C'est à partir d'un de ces rapports qu'une poupée connectée, comportant elle aussi un micro, a été interdite. Une interdiction qui a mené l'Agence fédérale allemande de la régulation d'Internet à se pencher sur les montres connectées pour enfants et à les interdire à leur tour depuis novembre. Un autre jouet est actuellement dans le viseur de Stefan Hessel. Il se nomme My Friend Freddy Bear. Un ami pas forcément aussi amical que cela. Ici, c'est le bouton pour allumer et éteindre. Ici, pour le choix de la langue. Je peux mettre en français, par exemple, et là, le volume. Voilà, c'est allumé. Ici, avec ma connexion Bluetooth, je vois que l'ours en peluche est connecté. J'ai accès à l'ours, je peux, grâce à cette application, demander « Tu peux m'ouvrir la porte ?» Et ces objets connectés ne ciblent pas seulement les enfants. Ils apparaissent de plus en plus dans la vie de tous les jours, en première ligne, les assistants intelligents de Google ou Amazon, mais aussi parfois un simple réfrigérateur ou une voiture. Parfois, les progrès technologiques font froid dans le dos. À l'inverse, ils créent des jobs d'un genre nouveau. On vous a demandé votre avis concernant un potentiel métier d'avenir. Regardez. Une école d'e-sport a ouvert à Frémin-Merlebach pour former les jeunes à devenir joueurs pro. Pour vous, les jeux vidéo sont-ils un loisir ou peuvent-ils devenir un métier d'avenir? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quel est l'avis de nos internautes? Alors leur avis est plutôt mitigé, mais ils sont assez ouverts d'esprit. J'aimerais commencer avec le commentaire de John qui a pris ça avec beaucoup d'humour. Il nous dit « Dès qu'il y aura des quoi? J'arrive même plus à relire ce qu'il a dit. Dès qu'ils mettront des téléprofessionnels catégorie couchés dans le canapé, je ferai une reconversion. » Donc voilà, c'était un commentaire assez drôle. Les autres commentaires qu'on a reçus sont plus sérieux. Laura nous dit « Je suis assez sceptique sur les jeux vidéo qui peuvent très vite et à forte consommation être dangereux pour la santé. Mais bon, les jeux vidéo évoluent de plus en plus et les gens sont de plus en plus nombreux à y jouer. Alors oui, pourquoi pas le présenter aux Jeux Olympiques? Après tout, il y a aussi des risques sur la santé en pratiquant des sports déjà présents aux Jeux Olympiques. René nous dit, on pourrait croire que les jeux vidéo ne sont là que pour le loisir, mais c'est faux. Il faut reconnaître que certains jeux peuvent être utilisés dans les métiers. Quand on voit les courses de drones, par exemple, il faut être sacrément habile pour manœuvrer à grande vitesse et cela peut intéresser, par exemple, l'armée. Idem pour d'autres jeux où l'on utilise certains joysticks qui sont de plus en plus présents dans la conduite de certains véhicules. Et je ne citerai que ces deux exemples, mais il y en a plein d'autres encore. Jonathan nous a écrit « M'intéressant à ce milieu depuis son commencement, je pense que l'e-sport n'est pas un métier d'avenir. Il n'y a pas n'importe quelle personne qui peut prétendre devenir professionnel et il faut avoir de la détermination, de la résistance à l'échec, etc. Et si cela devient un métier pour certains, il n'est pas encore valable dans le temps. Le milieu est encore extrêmement précaire et la législation autour de cela aussi. La différence avec les autres sports, c'est qu'on ne reste pas vraiment longtemps au top niveau pour la plupart des joueurs qui développent malheureusement des maladies. L'État est en train de définir la législation autour de ce sport ou non, et à l'heure actuelle, il est très difficile de déterminer cela comme tel, car ce sont les éditeurs de jeux qui détiennent les droits dessus, et le jeu vidéo est avant tout une industrie commerciale, et cela risquerait de créer des conflits d'intérêts. Et enfin, Patrice nous a écrit « Dans d'autres pays du style la Corée ou les États-Unis, les joueurs sportifs sont déjà considérés comme des athlètes sportifs de haut niveau, alors pourquoi pas en France? Mais il est vrai que sur les millions de gamers sur la planète, seuls quelques centaines sont considérés comme professionnels et en font vraiment leur métier. Et après tout, il y a aussi tout ce qui est un tas d'autres métiers à côté dans l'e-sport. Il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les managers, les commentateurs, les techniciens, etc. Au final, exactement comme pour un véritable show télé.
installés. Exactement, et tous ces métiers, on va en parler dans le dossier du jour. E-gamer, un métier d'avenir, c'est dans un instant sur Mosaïque. Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. L'esprit de la fête de carnaval se vit avec Mosaïque. Dimanche 11 février, dans les rues de Putelange. Ne manquez pas le départ en immersion dans la cavalcade et l'enregistrement d'une émission consacrée à la fête dès 14h30. Et pour vous faire patienter, Mosaïque offre un maquillage aux enfants rue Wilson de 10h à midi et de 13h30 jusqu'à l'arrivée des chars. Pluie de confettis et ambiance de folie, on vous attend! Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Rendez-vous sportif samedi, le Sarreguemines FC reçoit la réserve de l'ASNL, leader du classement. Un match à suivre dès 18h. Votre soirée football, c'est samedi en direct sur Mosaïque. Être payé pour jouer à des jeux vidéo, c'est le rêve de beaucoup de jeunes. C'est une réalité aussi pour certains. E-gamer, un métier d'avenir. Mes 3 invités, en tout cas, en sont persuadés et ils vont tout vous expliquer. Alors, Lucien Galli n'est pour le moment qu'un élève, mais il se verrait bien devenir joueur pro. Pierre-Éric Becker est le directeur d'Helios Gaming School, une école spécialisée en e-sport. Et Axel Desgardins est coach et capitaine d'une équipe semi-pro. Bonjour à tous les 3 et merci beaucoup d'être là dans cette émission pour témoigner parce que vous allez devoir partager votre expérience et bien sûr votre point de vue. La première question, c'est la base en fait de cette émission, mais je voudrais que vous m'expliquiez, un e-gamer, c'est quoi ? Alors un e-gamer, c'est une personne qui va s'investir dans un jeu vidéo compétitif. Les jeux vidéo compétitifs sont ce qu'on appelle comment est-ce que je pourrais appeler ça ? Tout simplement, on fait la différence entre les jeux vidéo simples, ceux qui servent au plaisir, à l'amusement, à la détente, donc vraiment le loisir, le jeu de loisir, et le jeu compétitif sur lequel les performances vont compter. On va avoir une amélioration des joueurs et du niveau, et sur lequel une scène compétitive va se créer, qui va être maintenue par l'éditeur et sur lequel on va voir un intérêt médiatique se créer. Et donc du coup, on a des e-gamers professionnels. Alors, quand ils sont professionnels, ça veut dire que ils ont quoi comme statut ? Ils sont salariés, ils sont joueurs professionnels. On met quoi sur sa fiche d'imposition ? Donc il y a des nouveaux statuts qui ont été mis en vigueur il n'y a pas longtemps où un joueur professionnel doit être salarié au moins d'un CDD, ce qu'on appelle un CDD e-sport, et qui doit être payé un certain nombre d'heures par semaine. Et oui, il a une fiche de paye et un salaire. Et ça, c'est quelque chose qui est en application depuis du 1er janvier 2018, donc c'est très jeune. Tout récent encore, mais du coup, un vrai statut pour ces professionnels. Alors, la plupart d'entre eux sont autodidactes. Ceci dit, en France, il existe 3 écoles. Et il y en a une qui vient d'ouvrir ses portes à Frémin-Merlebac. C'est tout récent puisque c'était en septembre dernier. C'est Helios Gaming School. Et je vous propose de voir le reportage, de le revoir, qui a été réalisé le jour de la rentrée. Ils posent leurs valises et découvrent le loft où ils vont vivre en communauté pendant 10 mois. Une gaming house, comme ils l'appellent, avec salon, cuisine, terrasse et chambre. Car à la Helios Gaming School de Frémin-Merlebac, l'internat est obligatoire, une manière de souder l'équipe. Alors moi à la base j'étais déjà venu m'entraîner dans les locaux ici, mais il n'y avait pas encore les travaux qui ont été faits. Du coup là je suis en train de tout redécouvrir, c'est franchement formidable tout le travail qu'ils ont fait. Et maintenant j'ai déjà trouvé mon lit, ma chambre, j'ai mes potes avec moi, ça va se passer super bien quoi. On va travailler tous ensemble pendant 10 mois
essayer de devenir joueur pro, quoi. C'est une équipe, de toute façon, l'e-sport, ça se fait, c'est un jeu ça se joue par équipe, donc déjà. Et surtout, quand on est e-sportif professionnel, on vit dans une gaming house. Donc nous, on a voulu mettre exactement les jeunes en condition. Donc si maintenant il y en a un qui passe pro, il va partir de chez nous pour retrouver la même chose dans une équipe professionnelle. Donc on voulait être au plus près de ce qui se passait dans, entre guillemets, la vraie vie d'un e-sportif. Des locaux séduisants et entièrement rénovés. Mais ce qui va encore plus intéresser les élèves, c'est la salle d'entraînement et la qualité de ses équipements spécialisés et haut de gamme. C'est clair, c'est pas le matériel qu'on a à la maison. Ça, c'est du bon matos. Hein. Car le but de cette nouvelle école est de former des joueurs de jeux vidéo professionnels. Inimaginable il y a quelques années, tout à fait possible aujourd'hui. Mais les élèves ne vont pas faire que jouer. Tous les matins seront consacrés aux cours de management, de droit, de communication, d'informatique et même d'hygiène de vie. Ce qui se passe, c'est que nous, on a voulu ouvrir une école où les gens avaient une chance de devenir e-sportifs professionnels. Mais c'est comme dans les centres de sélection au foot, beaucoup rentrent, très peu sortent professionnels. Donc il faut qu'ils aient un bagage suffisant pour pouvoir exercer un métier à la fin de la formation. Donc nous, on a axé la formation pédagogique sur 4 métiers. Organisateur d'événements, community manager, technicien informatique et journaliste. Et donc ils vont travailler pendant 1 an, tous les matins, ils vont suivre des cours, donc des cours tout à fait classiques donnés par des profs qui donnent des cours toute l'année, donc des profs de la fac de Metz ou d'ici, donc de BPC, ESC. Et ils vont en parallèle travailler sur un projet professionnel en fonction, qui correspond en accord donc avec le métier qu'ils ont choisi. Ils vont passer 4 semaines de stage en entreprise et rédiger un mémoire et soutenir le mémoire devant un jury. Seuls les tout meilleurs pourront devenir joueurs professionnels, mais la formation complète, offrant plusieurs débouchés possibles, a de quoi rassurer les élèves comme leurs parents. Alors Pierre-Éric Becker, c'est vous qui dirigez cette école. Ça s'est passé comment, le montage? C'était un projet fou? Ça a été facile de trouver les financements, les locaux, etc. Alors c'était un pari, pour la petite histoire. Je me dirigeais avec Thomas Villhomme, donc le directeur de Frontières du Pixel, sur un salon professionnel à Paris. Et sur le chemin, il me dit tiens, j'aimerais bien ouvrir une école à Metz pour la rentrée 2018. Donc le salon professionnel dure pendant 2 jours, et sur le chemin du retour, j'ai cogité pendant 2 jours et je lui ai dit écoute, si tu me laisses l'ouvrir, on l'ouvre déjà en 2017. Donc ça, c'était en mars 2017 et en septembre, elle a ouvert. Ok, mais alors financièrement, vous avez fait comment pour monter ce projet, pour trouver des fonds, etc. C'est tout problème d'un entrepreneur. En fait, on a trouvé les fonds, on a fait appel aux banques, on a fait appel à la structure. La structure existait déjà, donc on a utilisé en fait les moyens à notre disposition pour faire tout ça. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est les étudiants en fait qui payent leur formation, qui payent la totalité du loyer, des salaires et tous les frais qui sont amenants à cette formation. Alors du coup, justement, pour les élèves, ça se traduit comment? Quels sont les frais de scolarité? Alors pour la rentrée 2018, donc en septembre, les frais de scolarité sont de 7 900 € pour l'année. D'accord. Axel Desgardins, je me tourne vers vous parce qu'en tant que coach, je voudrais que vous me disiez un petit peu quelles sont les qualités que vous recherchez chez les joueurs? Alors, la principale qualité, et c'est un peu la première chose, c'est la motivation. Parce que beaucoup de ces joueurs essayent de jouer à ce jeu vidéo en tant que passion, mais se ne rendent pas compte du travail nécessaire pour transformer ce passion en travail. Et réussir à vivre de sa passion, déjà c'est une chance. Et donc c'est vraiment la première qualité qu'on regarde chez tous les candidats, c'est est-ce qu'ils sont motivés, pour ceux qui ont le projet professionnel, d'essayer de passer professionnel, est-ce qu'ils sont motivés, est-ce qu'ils sont prêts à y mettre le temps, et est-ce qu'ils sont prêts, que ce soit dans les mauvais moments comme dans les bons, à continuer et à progresser. Et donc évidemment, en plus de la motivation, on prend en compte le niveau avec lequel ils arrivent dans la formation, parce qu'il est très difficile de partir d'un initié, quelqu'un qui n'a aucune connaissance sur le jeu ou qui vient juste de découvrir, et réussir à le transformer en professionnel contre des joueurs qui sont déjà là depuis plusieurs années. Donc il faut quand même un petit bagage suffisant pour pouvoir se lancer dans la formation avec au moins les connaissances de base. Donc les critères pour entrer dans l'école, c'est motivation extrême et très bon niveau de jeu. Alors très bon niveau de jeu, pas forcément, parce que comme j'explique dans le reportage, nous, notre but, c'est que les gens puissent travailler dans le monde de l'e-sport. Donc on va voir certains ceux qui veulent devenir e-sportifs professionnels, là, ils ont vraiment besoin d'avoir un bon niveau de jeu, ou même s'il n'est pas encore traduit au niveau du rang dans le jeu, il faut qu'ils aient une performance
perspectives d'évolution qu'on arrive à détecter assez vite. Et sinon, les autres qui ne veulent pas devenir forcément e-sportifs, il faut qu'ils aient un projet professionnel, il faut qu'ils aient envie d'avoir un métier et qu'ils aient vraiment envie de dépenser l'énergie qu'il faut pour, en 10 mois, réussir à avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir se faire embaucher dans une entreprise qui propose ce métier-là. Lucien Galli, toi tu as fait ta rentrée là en septembre dernier. Oui. C'était quoi ton parcours avant et pourquoi tu t'es dirigé vers cette voie-là? Mon parcours avant, très simple. J'ai fait une terminale scientifique, j'ai obtenu mon bac avec mention. Et je m'étais posé la question auparavant sur ce que je voulais faire, des études classiques, si je voulais peut-être faire autre chose. Et finalement, c'est plus les sciences qui m'ont intéressé, mais je me suis tourné justement vers cet univers du jeu vidéo. Donc c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, notamment pour ce qui est la compétition, que ce soit tant dans les sports que dans les jeux vidéo, la compétition m'intéresse beaucoup. D'accord. Alors, parmi tes camarades de classe, puisque pour le moment vous êtes des camarades de classe avant d'être peut-être des partenaires dans une équipe prochainement, parmi ces camarades, il y a des profils très différents, il y en a qui ont des objectifs aussi différents. Je vous propose de regarder le parcours et les attentes de quelques-uns des élèves de la Helios Gaming School. Avant de venir dans cette école, j'ai travaillé dans l'hôtellerie et la restauration. Excusez-moi. J'ai travaillé un an en Angleterre, à Manchester, et c'est vrai que ça m'a pas vraiment plu. Enfin, je voulais changer de voie. J'ai découvert cette école, donc après j'aimerais être manager d'équipe éventuellement si possible. Je ne pense pas viser joueur pro parce que c'est assez compliqué et en tant que fille c'est compliqué de rentrer dans ce milieu, mais voilà, je joue quand même et je prends du plaisir à jouer. Et c'est plus important. Avant, j'étais en bac. Après, j'ai fait 1 an de travail pour pouvoir me payer cette école. Mon objectif après cette école, c'est d'être dans une équipe pro à la fin de l'année. J'ai 18 ans, du coup, je viens de sortir d'un bac ES, donc économique et social. Et du coup, après l'école, j'aimerais bien devenir manager dans une équipe semi-professionnelle ou professionnelle. Avant, j'étais en terminale sciences de l'ingénieur. Et après avoir loupé mon bac, j'ai découvert l'existence de cette école et je m'y suis inscrit et voilà. Et ce que je compte y faire après, c'est travailler dans l'organisation d'événements. J'ai fait un bac S que j'ai obtenu avec une mention assez bien. Après j'ai fait 2 ans d'école, 2 ans de fac au Mans, donc en licence en parcours préparatoire pour une école d'ingénieur, le SGT, donc l'école supérieure des géomètres topographes. Parce que mon projet de base c'était d'être géomètre. Sauf que la première année d'école d'ingé, c'est pas si bien passé que prévu et je m'y plaisais pas non plus. Enfin, les cours m'intéressaient plus trop. Du coup, j'ai décidé de me reconvertir et j'ai trouvé l'école sur les réseaux sociaux. Donc, je suis venu aux portes ouvertes pour voir ce que ça valait et j'ai réussi à convaincre mes parents. Donc, je suis là et l'avenir, j'aimerais bien être manager d'équipe. Donc là, je suis encore en train de chercher un stage, j'essaie de trouver une structure qui est sérieuse pour avoir une bonne expérience. Et donc après, je gérerai les joueurs, les déplacements, tout ce qui est les relations avec les sponsors et les partenariats. On commence à 8h30 les cours magistraux, donc il y a du droit, de l'anglais, du community management et de la communication et encore plein d'autres. Et à partir de midi on finit, on mange de midi à 14h et après on a séance d'entraînement sur les PC de 14h à 17h. Et après 17h on est libre, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais le coach souvent reste après 17h pour si on a besoin d'aide, on va dire. Moi je suis un intervenant extérieur de l'école, donc il faut savoir que l'école, il y a l'école et d'autres entités, donc la partie pro, et je gère l'équipe pro de Helios Gaming en fait, je suis manager de cette équipe. Donc je m'occupe des plannings, du budget des équipes, de la logistique, etc. Et je viens de temps en temps discuter un peu avec les élèves pour leur apporter l'expérience professionnelle que nous on a actuellement à haut niveau. On est considéré comme la meilleure équipe semi-professionnelle actuellement sur la scène. Donc on peut être content, on va des équipes professionnelles qui sont payées pour jouer, etc. en événement. Donc, voilà. Et ça inspire les élèves, justement, grâce à cette expérience, inspirer les élèves à se dépasser pour pouvoir peut-être atteindre cette équipe un jour. Peut-être qu'on aura besoin d'un joueur et peut-être que quelqu'un comme Jimmy que vous venez de voir pourra passer dans cette équipe professionnelle et pouvoir développer son expérience par la suite. Joueur pro peut en vivre facilement, oui. Mais d'y accéder en tant que joueur pro, par contre, ça c'est dur. Alors moi, ça fait sur League of Legends, ça fait 5 ans que je joue. Donc j'ai vu les débuts du jeu, autant en tant qu'e-sport qu'en tant que jeu lui-même, quasiment. Et du coup, j'ai vu toute la scène professionnelle se développer. Ça partait avant les plus grands tournois, c'était 10 personnes en face à face dans un garage quasiment, quoi. Et maintenant, on se retrouve sur des finales à remplir des stades de foot en entier.
Remplir des stades de foot en entier, c'est pas forcément pour tout de suite, mais c'est peut-être le rêve, puisque donc Helios Gaming School, il y a d'un côté l'école, il y a de l'autre côté une équipe semi-pro, dont vous, Axel, êtes le capitaine. C'est bien ça. Concrètement, cette équipe, elle évolue à quel niveau ? Alors on divise la scène avec le niveau amateur, le niveau semi-professionnel et le niveau professionnel. Il faut savoir qu'il n'y a pas, même si on divise d'un point de vue des niveaux par rapport aux équipes, toutes les équipes sont mélangées au niveau des compétitions. Donc toutes les équipes se rencontrent, se mesurent les unes avec les autres. Et donc on a vraiment un classement qui se fait. Et donc nous, on évolue au niveau de la nation, donc vraiment sur la scène nationale, sur laquelle on a l'habitude de se placer parmi les 8, voire parmi les 6 meilleures équipes, sachant qu'il y a actuellement 6 équipes professionnelles en France. Et vous faites comment pour rivaliser avec des équipes pro ? Une part de talent, il faut être honnête. Une part aussi on est une équipe extrêmement soudée. Malgré les périls qu'on a subis, on est toujours resté ensemble. On a toujours un cœur vraiment soudé au niveau de cette équipe-là. Et le fait que notre équipe perdure à travers les mois et les années fait qu'on a un bon niveau d'équipe, une bonne cohésion, et ça nous permet de battre des équipes qui sont plus jeunes que nous, même si elles sont professionnelles. Et alors, qui fait partie de cette équipe ? Alors, pour donner les prénoms, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je m'appelle Axel, donc je suis le capitaine. On a Michael qui joue avec moi, son frère qui est Christopher. Et nous avons... Vous avez du mal avec les prénoms parce que vous fonctionnez que par surnom, c'est ça ? C'est ça. Vous avez le droit de donner les surnoms. Alors, donc les surnoms, ce serait un peu plus simple. Donc actuellement, on a 2 nouveaux joueurs qui nous ont rejoints. Donc nous avons Vince, Bloody, Vulca, Neylan et Sangler. Et donc moi, je suis Neylan. Et on fait comment pour vous suivre ? Alors, on a la plupart du temps, étant donné qu'on joue à haut niveau, l'intégralité de nos compétitions sont retransmises. Donc sur le site de streaming le plus connu, qui est donc Twitch, sur lequel les compétitions de la scène française sont retransmises. Le but, c'est éventuellement d'y intégrer des élèves un jour ou pas ? Est-ce qu'il y a une vraie passerelle potentielle entre l'école et l'équipe ? Moi, je dirais que oui, mais c'est plus dans l'aspect théorique. Oui, ils peuvent le faire. S'ils ont le niveau, s'ils ont la motivation et que la place se libère, ils peuvent l'intégrer. Mais il faut qu'ils aient le niveau au moment où on a besoin du joueur. Et c'est ça où c'est vraiment l'aspect compliqué. Et je pense que Pierre-Éric pourrait rajouter quelque chose. C'est clair, c'est comme une équipe de foot. Si maintenant on a quelqu'un qui est très bon, qui est un attaquant, et puis qui a une place de défenseur qui se libère, ça sera tant pis, on ira chercher ailleurs que dans l'école. D'accord. Les tournois, à l'heure actuelle, vous les faites dans quel jeu ? Alors nous, on est sur le jeu League of Legends. Donc c'est la première équipe semi-pro de Helios Gaming Unity, donc la partie professionnelle. Pour le moment, on est la seule équipe. Donc on est sur League of Legends et on fait l'intégralité des compétitions disponibles en France. Et c'est l'un des 2 jeux qui est pratiqué dans votre école, puisque vous avez choisi uniquement 2 jeux. Pourquoi ? Alors pour des raisons, déjà, on en avait proposé 4 au départ, et on a eu des candidats que pour 2 jeux. Et c'est vrai que... Au niveau de l'organisation, trop de jeux dans une école, c'est un peu compliqué. Il faut les coachs, il faut le matériel, il faut isoler les élèves par jeu, parce que s'il y a une phase qui fait un peu du bruit, alors que l'autre jeu, ils sont plutôt dans une phase où il faut être concentré, c'est un peu compliqué. Donc on n'a que 2 jeux et je ne pense pas que l'an prochain, on en aura plus. Il va falloir quand même évoluer dans le sens où les jeux, les modes, les effets de mode changent. Est-ce que, alors des jeux qui sont peut-être pour vous plus de type effet de mode, mais Battle Royale, etc., est-ce qu'il y a d'autres types de jeux sur lesquels vous êtes susceptible de lancer les élèves ? En fait, on a les portes ouvertes donc, cet après-midi. Et c'est les élèves qui choisissent les jeux. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de contraintes. On a dit aux étudiants, si vous voulez vous préinscrire, préinscrivez-vous, proposez le jeu, et on verra bien, selon les préinscriptions, on choisira à ce moment-là les jeux qu'on propose. Mais rien n'est figé dans le marbre. D'accord, donc d'autres jeux potentiels. Et bien, je vous propose maintenant de regarder le portrait d'un e-gamer professionnel, justement dans un tout autre type de jeu, puisque Vinch est joueur pro de FIFA. Guillaume Dumonteil et Jean-Nicolas Quesnel l'ont rencontré, c'était il y a environ 1 an. Regardez. Ouais, exact. Vincent a 20 ans et il joue à la console. Rien que de très banal jusque-là, mais lui, il est payé pour faire ça. Le 15 décembre dernier, il a signé un CDD d'1 an avec le Football Club de Nantes. J'aurais jamais pensé gagner ma vie en jouant à FIFA. Par exemple, il y a 3 ans, quand j'étais champion du monde, je gagnais un peu d'argent, mais je ne gagnais pas ma vie. Et vu comme le monde de l'e-sport se développe, avec l'intérêt des clubs de foot, c'est grâce à ça que maintenant je gagne ma vie. Et c'est vrai que je ne réalise pas la chance que j'ai, mais je suis fier de moi.
Le palmarès de Vincent Hoffman, alias Vinch, est impressionnant. Il a été champion du monde, champion de France et vainqueur du tournoi européen de FIFA 14. Mes meilleurs souvenirs, je pense, c'est quand j'ai fait champion du monde sur FIFA 14. J'ai joué devant plus de 3000 personnes. Du coup, ça reste un souvenir gravé. Après, il y a la compétition sur l'équipe 21. J'aurais jamais pensé jouer sur un plateau télévisé qui était retransmis tous les vendredis soirs. Et j'avais perdu en finale, mais ça reste un bon souvenir. Vinch a aussi eu l'honneur d'être le sujet d'un reportage de l'émission 7 à 8 de TF1, de jouer contre Christophe Lemaître ou encore de donner le coup d'envoi d'un match entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Ces honneurs et l'activité professionnelle de Vincent suscitent l'admiration de nombreux joueurs amateurs de FIFA. Rares sont les heureux élus qui peuvent faire de cette passion leur métier. Certains peuvent jouer H24 devant la console, mais n'ont pas le niveau de nous joueurs pros. Et c'est vraiment dur d'arriver à ce niveau-là. Le talent de Vinch écœure des adversaires affrontés sur Internet. Ils arrêtent de jouer en pleine partie à force d'encaisser but sur but. Ce n'est pas la même musique face aux autres joueurs pros. Durant les matchs de compétition, ça se joue à rien. C'est souvent des 1-0, des 0-0. Et c'est mentalement que ça va faire la différence. Quand on se prend un but, par exemple, il ne faut pas lâcher. Ou quand on loupe pas mal d'occasions, il ne faut pas lâcher et continuer à persévérer. Actuellement, Vincent dispute 40 matchs par week-end, avec en tête un but précis. Cette saison, mon principal objectif, c'est de me qualifier pour la Coupe du Monde FIWC, qui se déroulera à Londres. Une compétition alléchante qui permettra aux vainqueurs d'empocher 200 000 $. Lucien, toi tu joues pas du tout au même jeu, mais est-ce que Vinch est un exemple pour toi? Alors oui, c'est quelqu'un qui est très exemplaire, qui est motivé, qui a des objectifs précis, qui a eu un but dans la vie, qui a réussi. Et c'est quelqu'un à suivre. Alors réussir, devenir joueur professionnel, effectivement, c'est pas facile, mais quand on y arrive, après, est-ce que c'est gagné? Est-ce que c'est le jackpot? Alors on a tendance à dire dans le milieu qu'une fois qu'on est professionnel, avec les moyens qui sont mis sur le joueur, avec le niveau qu'on va gagner, avec l'assurance qu'on va prendre, avec la réputation qu'on va gagner, on arrive à le conserver longtemps. Et pour le moment, c'est assez vrai. Mais on gagne combien e-gamer? Alors ça dépend, mais les salaires de base vont tourner vers le 1000 €. Mais après, il faut rajouter tout ce qui va être les primes, tout ce qui va être les publicités, parce qu'on a aussi un intérêt médiatique, plus les gains de tournoi. Et puis on va arriver sur actuellement le plus grand joueur au monde, qui est un joueur coréen, ne renégocie pas son contrat en dessous de 6 millions de $ par an. Ah oui, quand même. Mais on peut faire ça combien de temps? C'est quoi la durée d'une carrière? Il y a quelques années, je vous aurais répondu 2 ans. Parce que, pas pour la raison qu'on puisse penser, c'est pas parce que les performances diminuent, mais c'est parce que de manière à conserver le jeu intéressant, le développeur du jeu a pour objectif de très souvent changer la manière dont le jeu fonctionne. Et il y a une grande réplique qu'on sort, qui est que si on comparait ça à un sport traditionnel, c'est comme si d'un seul coup, on transformait le ballon de football d'un ballon rempli d'air à une boule de bowling. C'est cette échelle de changement qui est apportée au jeu. Et donc le seul problème, c'est que les meilleurs joueurs ne sont pas forcément les meilleurs joueurs à l'instant T, c'est vraiment les meilleurs joueurs sur la durée, ceux qui s'adaptent le mieux à chaque fois qu'il y a des changements. Donc maintenant, avec les aides, avec tout ce qui est les connaissances sur l'hygiène de vie, avec les kinés qui aident pour garder les performances, les carrières ne sont plus de 2 ou 3 ans, mais ont quasiment doublé, voire triplé maintenant. Parce que ça exige aussi un rythme de vie bien particulier. C'est un rythme de folie, non? C'est énormément d'heures de jeu, dans un premier temps pour s'entraîner, d'un point de vue du niveau individuel. Et une fois que le niveau individuel a été acquis, on va utiliser ce niveau pour, après, être coaché en équipe, pour obtenir un bon niveau d'équipe, faire des performances. Et donc après, il faut jongler entre l'entraînement d'équipe, conserver son niveau individuel et être frais et disponible pour les différentes compétitions. On va arriver au mot de la fin pour boucler cette émission. Les e-gamers, on les appelle aussi les e-sportifs. Pour vous, est-ce que c'est une discipline qui devrait être représentée aux Jeux Olympiques? Une discipline présentée aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il faut savoir que le jeu vidéo en question est une propriété intellectuelle du développeur. Donc ça ne peut pas avoir les mêmes règles que le sport traditionnel et ça nécessite de réfléchir différemment. Et ils essayent quand même malgré ça, puisque ça a été proposé aux Asian Games, qui sont donc la deuxième plus grosse compétition après les Jeux Olympiques. Et donc ils essayent de présenter un des jeux e-sport actuellement disponibles, de manière à voir si l'engouement existe parmi le grand public.
D'accord, mais donc c'est pas encore pour tout de suite. On a bon espoir pour les prochains Olympiques de Paris, ils en parlent. Oui. Et pourquoi pas. D'accord, et bien donc on verra d'ici là. Merci beaucoup en tous les cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Et puis pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur Helios Gaming School, porte ouverte cet après-midi de 14h à 18h et samedi de 9h à midi. C'est à Frémin-Merlebac, 4 rue de Savoie. Voilà, vous savez tout. Très bonne journée à tous. À bientôt.